Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP dans le cadre du Grand Prix du Qatar 2021. Abdou Sall avec vous, j'espère que j'ai une voix encore un peu plus claire. Et j'accueille avec moi Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien. Salut Abdou, comment ça va toi? Ah, je vais super bien, ça a été un très bon dimanche, mais pas pour les raisons, à cause de la Formule 1, je te dirais. Oui, ça a mal commencé, ça a mieux fini parce qu'on dira pour nos auditeurs, le CF Montréal est champion canadien. Et s'en va à la Ligue des champions de la CONCACAF, donc raison de plus de probablement espérer que Liverpool et le CF Montréal se retrouvent en Coupe du Monde des clubs. Un jour. Un jour. Juste un. Ouais, juste un jour. Parce que Montréal va se sortir au premier jour. Ouais, true. Ça sera pas évident. Et je pense que la Coupe du Monde des clubs aura lieu, si je me trompe pas, dans le pays où la course a eu lieu aujourd'hui, au Qatar. Eh ben. En espérant que cette compétition sera beaucoup plus intéressante que celle qu'on a vue aujourd'hui. Oui, effectivement. Et non, l'entrée de jeu là, c'était pas extraordinaire. Ouais, exactement. C'était pas fameux. Et justement, on profite aussi pour saluer Marc-André Fortin, qui lui aussi était présent. Voyons, au match. Au stade, oui. Et qui a eu le chandail de Mathieu Chouanière. Donc, Marc-André, je sais que tu vas écouter l'épisode, mais on te dédie cela. Il a finalement réussi. J'espère que tu vas voir celui de Max Verstappen au Grand Prix du Canada. Plus difficile déjà. Ouais. Ça, c'est un peu plus difficile. Et évidemment, à titre de champion, qui sait. Mais on va revenir sur le Grand Prix du Qatar. Ouais. C'est pas fameux, mais je vais vous donner les résultats. Alors, victoire sans équivoque de Lewis Hamilton devant Max Verstappen, qui a en plus le point pour le meilleur tour en course. Elle plane Fernando Alonso, 3e. Sergio Perez, 4e. Esteban Ocon, 5e. Lance Stroll, 6e. Carlos Sainz et Charles Leclerc sur la Ferrari, 7e et 8e. Lando Norris, 9e. Et Sébastien Vettel, 10e. Alors, j'allais dire Marc-André. Jean-Sébastien, quelle est ta performance, contre-performance et moment cocasse de ce Grand Prix du Qatar? La performance du jour, c'est difficile de donner ça à d'autres personnes que Fernando Alonso. Troisième, fini troisième et resté dans le tempo tout au long de la course. A fait une stratégie de course très risquée, voire même controversée. On pourrait y revenir tout au long du balado, notamment sur les conditions des pneus. Mm-hmm. Mais oui, il était dans le rythme. C'est une bonne journée pour lui. La Alpine et Ocon qui termine 5e, donc Alonso 3e et Ocon 5e, arrivent à faire le break au championnat. C'est assez impressionnant. Surtout face à une déconfiture des Alpha Tauri. Oh. Mais Alonso, oui, pilote du jour, super performance, était dans le rythme, a été chanceux de pouvoir garder sa 3e place parce qu'à la fin, il aurait, je pense, perdu sa 3e place au profit de Sergio Perez parce qu'il remontait très, très rapidement sur l'histoire des pneus durs qui étaient au-delà de leur durée de vie régulière. Donc oui, Fernando Alonso a tout simplement été magistral aujourd'hui. De loin, on dit qu'Hamilton a fait une performance tonitruante. Je suis bien inscrit en faux, je pense, même si Fernando Alonso finit à 1 minute de Lewis Hamilton, c'est Alonso le vrai vainqueur aujourd'hui. Oui, effectivement, parce que Nando a été tout au long du week-end excellent. Évidemment, bon, il y a eu les pénalités imposées à Verstappen et à Bottas pour le non-respect des drapeaux jaunes, qui a promu Alonso 3e derrière le duo Hamilton et Gasly. Mais, comme tu l'as dit, excellent tout au long du week-end. Et même moi, je me suis dit, est-ce qu'il va vraiment tenter la chance de rester en piste pour une stratégie à un arrêt? Disons que la voiture de sécurité virtuelle l'a carrément aidé, en fait. Il l'a sauvé, à mon avis, je pense même. Ce pneu-là a fini par exploser. Ouais, exactement, c'est clair. Sinon, est-ce que tu as une contre-performance du jour ou bien est-ce que tu as une mention honorable pour... J'ai une contre-performance du jour, celui qui termine 11e. Le premier des pilotes qui ne marquent pas les points, Pierre Gasly, quand le deuxième finit 11e, aucun rythme aujourd'hui, ne comprenait pas ce qui se passait avec la voiture. On l'a entendu après la course sur certaines chaînes YouTube, où est-ce qu'on nous ressort les conversations des pilotes. En dents ici. J'ai pas vu Pierre Gasly la journée, honnêtement, et c'est uniquement vers la fin du Grand Prix, quand il restait à peu près une dizaine de tours, je le voyais en 11e, 12e place. Là, j'ai réalisé que
oui, c'était une catastrophe pour lui. Donc, j'ai Ouais. pas vu Pierre Gasly la journée. J'ai jamais pensé même à le suivre. Et il a fait une course anonyme. C'est d'une tristesse finir 11e. L'équipe est en train de perdre la 5e place au championnat des constructeurs. C'est une catastrophe. Partir sur la première ligne, finir 11e, à peine devant Daniel Ricciardo, c'est pas extraordinaire, franchement, de son côté. J'arrive pas à comprendre. Peut-être que toi, tu as peut-être plus d'informations de ton côté sur cette terrible contre-performance. Moi, je pense que c'est plus au niveau de la stratégie parce que je pense qu'il était un des premiers pilotes à s'arrêter, surtout qu'il partait en pneu tendre aussi. Donc, lui, il allait sur une stratégie de tendre médium, je crois, ou bien même tendre médium dur, je me souviens plus. Mais moi, je pense que le fait que AlphaTauri l'ait fait arrêter un peu trop tôt comparé à la fenêtre d'arrêt au puits prévue, je pense que c'est ce qui a ruiné sa course en fait. Donc moi je pense que et non seulement ça, mais aussi le fait que je pense au final la voiture n'avait pas le rythme qu'on espérait voir et surtout que ce que AlphaTauri nous a montré au cours du week-end en plus. Oui, parce qu'il y avait un rythme en qualification, mais il y avait absolument rien en course. Ouais, exactement. Donc C'est une tristesse. C'est d'une tristesse. Et sinon, est-ce que tu as un moment cocasse? Un moment cocasse, pourquoi pas, un certain David Beckham qui s'incrustait un peu partout. C'était assez amusant de revoir au moins le paddock revivre à l'ère pré-Covid. Donc, on pouvait revoir certaines choses, mais bon, ça reste des espèces de VVIP, donc des very, very important person à qui on donne des passes droits. Donc, c'est un peu désagréable, au moins, de revoir cette espèce d'effervescence, cette espèce de élitisme au retour de la Formule 1, les beautiful people, en quelque sorte, et quand même assez... ça me plaît, ça veut dire qu'on revient à une certaine normale. Donc, ça me réjouit dans mon fort intérieur. C'est pas nécessairement pour le mieux, mais pour moi, je trouve que je suis content de voir qu'on a une Formule 1 qui commence à revenir comme elle était avant. Ouais, mais tu sais, je pense qu'il y a une raison aussi particulière pourquoi David Beckham était au Qatar. Parce que dans un an exactement, c'est le début de la Coupe du Monde. Et on a vu la Coupe du Monde, on a vu le trophée de la Coupe du Monde être pris en photo avec le trophée remis au champion du monde des pilotes. Il y avait M. Infantino avec Jean Todt qui était là pour la prise de photo. Ouais, en plus. Donc, il y avait aussi un petit tournoi de penalty entre certains pilotes de F1 et Nick De Vries contre anciens joueurs genre Cafu, Peter Schmeichel, Yaya Touré. Donc, mais David Beckham était là aussi parce qu'il est aussi, disons, ambassadeur officiel de la Coupe du Monde 2022. Donc, c'est pour ça c'est qu'on contestable, c'est débattable. Ouais, c'est très. Et surtout que, en plus, le fait que, je pense qu'il avait des partenariats avec l'UNICEF aussi, sachant aussi que le Qatar est sous la loupe pour justement tout ce qui est droit humain aussi et l'acquisition de la Coupe du Monde aussi. Donc, le fait de voir Beckham au Qatar à un an de la Coupe du Monde pendant le Grand Prix du Qatar n'est pas anodin non plus. Non, certainement pas. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Avais-tu un élément cocasse? Écoute, moi, c'est pas un moment cocasse, c'est plus un navet. Ou comme pour reprendre mes amis du Cannes Football Club, j'ai l'air d'un foin solide. Oh, le grand retour du hashtag j'ai l'air d'un foin. Oh oui, ça m'a tellement manqué. Mais sérieusement, les commissaires et Christian Horner aussi. Oh. Mon Dieu, on a attendu. On s'est levé ce matin en pensant qu'on allait avoir une décision concernant les pénalités de drapeau jaune à Max Verstappen, Valtteri Bottas et Carlos Sainz. Finalement, c'est arrivé quoi? 1 heure avant la course. 1 heure avant la course, alors que la décision pouvait être prise un peu plus tard le soir. Il n'y avait pas d'autres compétitions. Il n'y avait pas d'autres séries autres que la Formule 1. Donc, je ne comprends pas pourquoi tout a été remis. Et déjà qu'on a souffert avec les enquêtes concernant l'aileron arrière de Lewis Hamilton, Max Verstappen qui touche l'aileron arrière de Hamilton.
Et même cette fameuse histoire du 48e tour au Grand Prix de São Paulo la semaine dernière. Donc, écoute, c'est... Mais dans ce cas-là, ajoutons, si on fait Gérard d'un foin, on peut ajouter aussi l'incident qui s'est passé à la fin de la course avec la voiture de Nicolas Latifi. Quand on est comme ça, on peut prendre autant de temps pour essayer de dégager la voiture. Elle est à côté, on a juste à la pousser puis la reculer. Il y avait même une grue à côté. Ça n'a aucun sens. Pierre, Patrick et Bertrand, ce matin à RDS, parce que j'ai vu le Grand Prix à RDS pour une rare fois, pestaient contre le fait que ça prenait 3 tours avant de mettre la voiture de sécurité virtuelle, et ce qui a mis fin, proprement dit, au Grand Prix, parce qu'il restait moins d'un tour pour Lewis Hamilton. Donc lui, il s'est fait voler sa chance de faire le meilleur tour en piste. Il l'aurait jamais eu, là, soyons francs, mais n'empêche, c'était complètement inacceptable. Moi, je te dirais... C'est 5 minutes d'attente pour essayer de dégager une voiture. Nulle part ailleurs, on aurait vu ça. À la défense des commissaires, c'est parce que c'est un circuit qui est adapté pour les courses de moto. Cela étant dit, je crois que ça aurait été bien d'élargir quand même un peu l'espace avant la course, sachant que, bon, c'est arrivé à quoi? Les modifications doivent être faites pour un Grand Prix de Formule 1 aussi. Je veux dire, tout élément par rapport à une homologation niveau 1 et FIA doit inclure aussi comment on intègre la Formule 1 ou les dégagements. Là, ça a juste été mal fait. Ils ont été trop lents pour le faire. Ouais, mais le truc, c'est que aussi, de ce que je comprends, ça a été mal fait. Ça, c'est vrai. Mais aussi dans les circonstances aussi que, bon, la course a été annoncée 2 mois à l'avance. 2 mois à l'avance. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû le faire. Ça, soyons honnêtes, ils auraient dû le faire. Oui. Parce que si ça, ils ont eu de la misère à le faire, qu'est-ce qui arrive quand il y a un gros accident? Ouais. Et ils sont cherchés, c'est un circuit qui est fait pour, qui peut accueillir la Formule 1, d'accord. Oui. Mais c'est un circuit qui est principalement fait pour la moto. Puis il n'y a pas souvent des courses de grande envergure autres que la moto. Et même, je pense, il y avait des voitures de tourisme aussi, la WTC. Anciennement, la WTCC qui est devenue la WTCR, donc les voitures de touring et tout. Mais à part ça, de ce que je vois, il n'y a pas beaucoup de compétition. Mais là, c'est un petit incident, c'est juste une voiture qui est sur le bord de la piste. Il faut juste pousser et reculer. On a eu la misère à faire ça. Qu'est-ce qui arrive si c'est un accident beaucoup plus important ou majeur? Oui. C'est inacceptable. Et de toute façon, Dieu merci, et j'espère que ce ne sera pas le cas. Bon, il n'y aura pas de Grand Prix l'année prochaine, évidemment à cause de la Coupe du Monde. Mais d'ici 2023, je ne pense pas que la Formule 1 va revenir à Losail, parce que je pense qu'il va y avoir un circuit urbain dans les rues, à Doha. Donc, je pense que Losail, évidemment, était venu pour remplacer le Grand Prix d'Australie. Donc, on aurait eu probablement une émission... Si c'était le cas, on aurait eu une émission d'avant-course un peu plus tôt le matin. Mais bon... Oui. Mais bon, écoute, je suis d'accord avec toi. Je crois que ça aurait dû être mieux fait quand même. Et je dois dire quand même, pour les propos de Christian Horner concernant la pénalité de Max Verstappen... le double drapeau jaune, ça c'est une pénalité slam dunk. Ça, on va se le dire. Oui, ça c'est pas difficile, ça c'est non contestable, ça c'est facile. Mais le fait de venir blâmer et je dirais même insulter les commissaires de piste sur un élément de sécurité, le b.a.-ba de la sécurité, ça c'est un non. C'est un non. Heureusement, il s'est excusé auprès de Sky, mais je pense que l'avertissement officiel... C'est juste pour dire, ne refais plus ça. On accepte tes excuses, mais ne refais plus ça. Parce que je sais que Gunther Steiner... Ah oui, parce que je me souviens, Gunther Steiner, je pense que c'était en Russie 2018 ou 2019, avait reçu une amende pour avoir traité les commissaires d'idiots à la suite d'une pénalité à l'endroit de Kevin Magnussen. Donc, et à la radio en plus. Donc, et à la radio. Donc, ce qui est pire. Et ce qui est pire, parce que tu es écouté. Donc c'est clair que là-dessus, l'amende était amplement justifiée. Dans le cas de Christian Horner, je crois que... Et en plus, il était à cran ce week-end en plus. Oh oui, toutes les histoires qui s'est passées avec Toto Wolff pendant tout le week-end, je veux dire, ces deux gens-là, il ne faut pas les mettre ensemble dans son ascenseur parce que ça va mal finir. Je sais pas si tu as vu un de mes posts sur les réseaux sociaux via le compte du Bulletin GP. Tu vois,
référence en quart encore, il y en a beaucoup aujourd'hui. Hier, il y avait un genre de dispute dans le match Liverpool-Arsenal entre Jürgen Klopp et Mikel Arteta. Et tu vois, moi, j'ai mis Toto Wolff contre Christian Horner d'ici le Grand Prix d'Abu Dhabi, en train de se chicaner. Ça ressemble à ça. Sûr. Ça va ressembler à ça. Si on est des années 70-80, ça viendra au coup, ces deux-là. Oh, écoute. Je pense la seule fois où j'ai vu deux team principal pas venir au coup, mais un genre de dispute verbale. Je pense que c'était au Grand Prix d'Italie. Je pense qu'il y a quelques années entre Zach Brown puis c'est pas encore Gunther Steiner. Il faudrait que, mais j'ai l'image en tête là. Les deux, je sais pas, une question de position sur la piste pendant les qualifications, mais ce hate-là entre Toto Wolff et Christian Horner, je veux dire, c'est chiant au possible. Ah, on va se le dire, là, c'est de la frime, tout ça. Ceux qui y croient, je veux dire, m'excuse, mais on est proche des pleureuses là, de la Formule 1. Lire les commentaires au bas des posts sur Facebook est complètement... Et le niveau zéro de l'intérêt, il n'y a absolument rien là-dedans. Je veux dire, les pilotes ont l'air de moins se détester que les team managers. C'est d'un ennui total. Ah oui, écoute, moi je pense que quand je l'ai même mentionné, c'est comme des disputes de cours d'école à un moment donné. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bon allez, ça suffit de parler d'eux. Ouais, je pense qu'on en a assez parlé d'eux. On va parler de Hamilton contre Verstappen, soyons honnêtes, parce que ça, au moins, c'est quelque chose qui nous intéresse. Domination complète de Hamilton et comparé à ça, une bonne course de Max Verstappen qui finit deuxième après sa pénalité de 5 places. Hamilton n'a jamais été inquiété au plus haut point, malgré évidemment quelques petites inquiétudes au niveau des pneus avant, évidemment, ensuite aux crevaisons dont on va en reparler. Et Verstappen qui a fait un très bon départ de la 7e place. Patrick Carpentier pensait que Max Verstappen avait volé le départ. Visiblement, non. Ah non. Il a juste été... au meilleur de sa forme, contrairement à Valtteri Bottas qui a connu un exécrable départ. C'était effrayant. Ce départ-là était dégueulasse. Mais Verstappen qui limite la casse et qui reste maintenant 8 points d'écart entre lui et Lewis Hamilton. Donc, si Lewis Hamilton abandonne et que Verstappen gagne la course en faisant le meilleur tour, non, fait juste gagner la course, en fait, il marque 25 points et champion du monde automatiquement. C'est vrai. Ou même s'il finit deuxième et si Lewis Hamilton ne marque pas de points, ça donne 26 points et il serait... il faudrait avoir les bris d'égalité ensuite. Je pense pas qu'il serait champion automatiquement au Qatar, parce que... en Arabie Saoudite, non, parce qu'il y a 50 points, il y a 52 points encore disponibles. Ouais, non, mais là, je parle des pilotes, donc si on rajoute 8 plus 18, ça fait 26. Il faudrait qu'elle cherche le meilleur tour, assurément, pour finir à 27 points, parce que je pense qu'au bris d'égalité, parce que si Lewis Hamilton gagne ensuite à Abu Dhabi, c'est 9 victoires des deux côtés. Il faudrait aller voir les deuxièmes places et les troisièmes places pour faire le bris d'égalité. Donc, il y a quelque chose ici qu'il faudrait juste régler. Bref. Ouais. Max Verstappen peut gagner le championnat du monde dans 2 semaines. Ça va dans la dernière course, c'est lui qui mène. Mm-hmm. Mais ça prend beaucoup, là. Il faut être très chanceux, mais n'empêche, très bonne course de Lewis Hamilton, rien à dire. Ouais. Il a connu ça comme un maître. Verstappen s'est très très bien débrouillé, c'est bien sorti du trafic rapidement au début de la course, ça aurait pu être très lourd, ça aurait pu être difficile, mais les pneus n'ont juste pas suivi. La Mercedes, comme prévu, était de loin meilleure à Red Bull, puis voilà, tout simplement. Ah oui. Ça donne 8 points d'écart entre les deux pilotes, puis au classement des constructeurs, il y a 5 petits points d'écart en raison de la catastrophe de Valtteri Bottas qui a connu un exécrable Grand Prix. C'est une catastrophe. Lui aussi aurait pu être nommé comme contre-performance du jour. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on aurait pu mettre Bottas aussi. Mais je crois que non seulement c'est plus limitation. On a limité les dégâts du côté de Verstappen parce que je ne pense pas personnellement qu'il pouvait aller chercher Hamilton malgré je sais pas des discussions d'undercut ou quoi que ce soit. Donc l'écart était... Parce qu'après, Mercedes a joué aussi très sécure du moment qu'ils voyaient Verstappen s'arrêter au tour suivant, eux aussi s'arrêtaient. C'est la stratégie à faire. On gagne le Grand Prix, il y a une bonne avance de 9 secondes. Il n'y a pas de raison d'essayer de la bousiller. On fait juste répondre automatiquement à ce que l'adversaire fait, puis on est assuré de limiter la casse. Dans ce cas-là, ils ont gagné. Donc, très bien.
Ouais, exactement. Donc, ça a été quand même une bonne réaction parce que c'est vrai que récemment, on a beaucoup critiqué les stratégies de Mercedes qui tombaient à plat. Non seulement parce qu'ils se sont ratés, mais aussi parce que Red Bull a été capable de répliquer, de les contrer exactement. Mais là, aujourd'hui, avec Hamilton a fait on va dire, 100% du travail et Mercedes a juste suivi le plan à la lettre. Donc, je pense que là-dessus, autant Hamilton que Verstappen, bon, du côté d'Hamilton, je pense qu'on n'a rien à redire. C'était du Lewis Hamilton classique. 30e victoire sur un circuit différent. Verstappen qui, lui, à part, bon, la Hongrie a juste accumulé des victoires ou des deuxièmes places quand il a terminé les courses, alors. C'est de la constance incroyable du côté de Verstappen et de l'expérience habituelle de Lewis Hamilton. Et surtout, pour revenir dans la course au titre, sachant qu'on disait après la disqualification à Sao Paulo, c'était fini. Il est revenu. On a dit, on a oublié qui était Lewis Hamilton. Et là, aujourd'hui, il nous prouve encore qui est Lewis Hamilton. Oui, tout à fait. Lewis Hamilton sera très difficile à battre. Oh oui. Et j'ai hâte de voir à Jeddah parce que pour y avoir roulé sur ce circuit, c'est terrifiant. J'aime bien le circuit. Sur F1 2021, le circuit fait peur. Hein? Ah oui, il fait peur. J'ai hâte de voir les voitures en vrai. Évidemment, quand le circuit sera terminé, mais je te dirais il est prêt à 90-92% à peu près. Donc, il sera prêt dans 2 semaines. C'est ça. Ouais, pas de doute. Donc, mais sinon, on va parler vraiment de El Plan. Le mot de la fin de semaine. El Plan ou Alpine. Parce que Fernando Alonso, après 7 ans après son dernier podium lors du Grand Prix de Hongrie 2014, il revient parmi le top 3 en Formule 1 avec une belle 3e place. Et comme tu l'as dit, Jean-Sébastien, excellent tour tout week-end. Aurait pu, comme Pierre Gasly, chuter, mais on a oublié que Fernando Alonso, malgré ses 40 ans, est un double champion du monde de Formule 1. On l'oublie parce qu'il a été champion du monde il y a 15 et 14 ans. Il y a 15 et 16 ans même, en fait. Ouais. Je me demande s'il avait été dans la Mercedes, si Fernando Alonso aurait pu gagner ce Grand Prix. Non, je pense pas. Hamilton était sur une autre planète. Ah, tu penses? Vraiment? Ouais, il était sur une autre planète. L'Alpine est pas extraordinaire, là, mais c'est sûr finir à 1 minute quand même. Là, mais Alonso en avait en fin de semaine. C'est un circuit qui lui scie bien, visiblement. Mm-hmm. Une espèce de circuit à haute vitesse, haute vélocité, beaucoup de plus aérodynamique, mais en même temps pas beaucoup non plus. Donc, un circuit assez compliqué à maîtriser. Fernando Alonso a tout simplement été magistral. Partir 2e, fini 3e. À part Verstappen, il ne pouvait rien faire d'autre. Ouais. Non, c'est une super performance pour le pilote espagnol. A vraiment été constant tout le week-end, comme tu as dit. Fernando Alonso, he still got it. Ouais, c'est pas parce que tu vois, mon père me disait Hamilton, il domine à 36 ans. Et il a encore capable de le faire. C'est ça, à 40 ans, il va finir par ralentir. Kimi Räikkönen a fini par ralentir. Ouais, mais Fernando Alonso semble être l'exception à la règle, malgré le fait qu'il soit dans une voiture qui est plus ou moins bonne selon les week-ends. Mais le fait qu'Alonso soit allé en endurance, que ce soit au championnat du monde ou bien aux 24 heures de Daytona ou bien même à Sebring et même participer au rallye Dakar, ça lui a aidé, disons, à être un pilote plus patient parce que je sais qu'il a toujours cette rage de victoire et bon, on prend toujours... On suivra le championnat du monde qui a échappé en 2010. Il était vert de colère. Il était vert tout au long du Grand Prix parce qu'il n'arrivait pas à dépasser, je pense, une Lotus, quelque chose comme ça de mémoire. Ouais, Vitaly Petrov sur la Lotus. Non, c'est une catastrophe. Alors que là, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. On se souviendra aussi de ces années chez McLaren avec le moteur, le GP2 engine de Honda. Alors que là, il est beaucoup plus détendu, a appris à maturer, beaucoup plus fin, comme un vin espagnol. Brut, mais en même temps aussi très riche et très, très profond. C'est exactement Fernando Alonso. Ça fait du bien à voir. Ouais, je me demande si Jarno Trulli lui a donné des conseils pour être bon comme le vin.
On l'espère. Ouais. Et tu sais quoi, je pense à ça aussi. Je sais pas si l'impact de Davide Brivio, le directeur sportif chez Alpine, a aidé parce que Oh, Brivio oui, certainement. connaît le circuit de Losail comme le fond de sa poche. Parce que avec Suzuki, il a participé au Grand Prix de Qatar et de Doha. Bon, cette année, après un Grand Tour, mais il connaît le circuit par cœur. Sauf que là, on est sur 4 roues et non sur 2. Donc, mais je pense que fondamentalement, Brivio connaît ce circuit par cœur. Donc, peut-être que ça a pu aider dans les réglages de la voiture, en fait. Donc, moi, je Ouais, pense que... tout avantage qu'on peut aller chercher sur un circuit inédit, on le prend, puis ça peut ça peut juste être meilleur. Donc, dans ce cas-ci, c'est sûr que ça a dû aider. Si quelqu'un a des insights sur le circuit qui se déroule dans 2 semaines, il va trouver un avantage significatif tout de suite. C'est pareil pour Fernando Alonso. Exactement. Donc, et d'ailleurs, on va reparler du circuit de Losail, là, parce que... Oui, on a quelque chose pour la deuxième partie du balado. Exactement. Mais à l'inverse, oui, il faut qu'on parle aussi d'Esteban Ocon. Hein. Belle course, 5e place. Et je pense que vraiment Alpine a pris un avantage énorme sur la 5e place. Ouais, la Alpine qui était très mal partie en début de saison, qui s'améliore grandement en fin de saison. Ça fait du bien à voir. 137 points contre 112 pour la 5e place au championnat, 112 points pour Alpha Tauri, 137 pour Alpine. 25 points d'écart, 2 courses à faire. Oh, qu'on dirait que les carottes sont cuites pour Alpha Tauri. Et en fait pour Pierre Gasly, parce que c'est pas. C'est pas l'ami Yuki Tsunoda qui va aider grandement le championnat. Là. Yuki Tsunoda a 20 points au championnat, alors qu'Ocon en a 60 et Fernando Alonso en a 77. Donc c'est Pierre Gasly qui va chercher tous les points pour Alpha Tauri. Mais non, Alpine, c'était très mal parti. C'était une catastrophe en début de saison. Au début de saison, on se demandait si cette voiture-là était aussi pire que Aston Martin. Finalement, visiblement, non. La meilleure des voitures qui commence par la lettre A, visiblement cette saison, c'est Alpine. Et pourtant, il y en a 4, on s'en souvenir, là. Il y a des équipes qui commencent par la lettre A. Donc, ouais, l'Alpine est sujette à de très bonnes saisons. Visiblement, l'année prochaine, si la voiture, si les efforts sont aussi bons que cette année, la saison 2022 pour Alpine sera très prometteuse. Et ça sera tant mieux. Ouais, et tu sais, quand on parlait de L-Plan, ben, c'est justement en lien en 2022 qu'Alonso a fait cette référence. Donc, peut-être que le L-Plan a commencé dans les dernières courses de la saison, mais aussi comme devrait débuter pour l'année prochaine, en espérant qu'ils aient au moins une chance de se battre pour la 3e place, au pire. Oui, Au mieux, beaucoup, je veux dire. Mais en même temps aussi, en début de saison, on n'a pas vu Ferrari être en 3e position, donc tout est possible. Tout est possible, effectivement. La saison est longue quand il y a surtout 23 Grands Prix. Exactement. Et Il justement... y en a plusieurs qui sont détestables. Ah oui, ah oui, tellement. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais à l'inverse, AlphaTauri, on en a parlé un peu. Mais la course de Gasly aujourd'hui, partie 2e, fini 11e, tu en as parlé. C'était horrible. Et moi, je pense que le fait d'avoir tout simplement d'avoir fait rentrer Gasly tôt dans la course, très tôt même, ça a carrément ruiné ses chances d'aller marquer des points. Évidemment, il ne pouvait pas se battre contre Max Verstappen, sinon, parce qu'il partait en pneu tendre, pardon, ça aurait ruiné ses pneus, donc c'était pas quelque chose qui était nécessaire de faire. De toute façon, il avait intérêt à ne pas faire compétition à Max Verstappen pour des raisons évidentes. Évident, exact. Donc, il fallait qu'il reste devant, il fallait qu'il soit proche d'Alonso, mais ça n'a jamais été le cas et il s'est même éloigné. Donc, ça a été une course énormément compliquée pour le Français. Et pour Yuki Tsunoda, écoute, il s'est qualifié dans le top 10, mais il n'a jamais été en mesure de se retrouver dans cette position même. Et puis, s'est fait doublement dépasser. On parlait de... Christian Horner disait qu'il s'était fait... que Red Bull s'était fait Tsunoda, mais Tsunoda s'est fait zontae à peu près. Oh oui, non, cette voiture-là avançait pas. Puis
ça arrive au pire moment de la saison. Vraiment au pire moment de la saison. Ah, vraiment. Parce que le jour où ça va très mal, ça va très bien pour l'adversaire direct. Exactement. Puis, je l'avais dit aussi que AlphaTauri allait être ma surprise, mais tu vois, par exemple, des courses qui ont été ruinées par des erreurs de pilote ou des erreurs de stratégie. Tu vois qu'il y a des points qui auraient pu être importants. Et personnellement, je pense que c'est AlphaTauri qui aurait dû être cinquième à l'issue de cette course et non Alpine. Parce que, bon, évidemment, il y a eu la victoire d'Esteban Ocon. Ça, on ne peut pas lui enlever parce qu'il a été là au bon moment. Mais je pense, par exemple, au Grand Prix de Bahreïn, quand Gasly tape légèrement l'arrière de la voiture de Ricciardo et perd son aileron avant. Tsunoda qui fait son accident lors des qualifications, puis lors de la course, fait un tête à queue alors qu'il était dans une position de marquer des points. Ce sont des décisions qui sont... Ouais, à la fin de la saison, ça s'additionne. Puis lorsqu'on fait le total, lorsqu'on fait la somme, c'est là que ça arrive. Il manque 25 points. Exactement. Donc, tu vois à quel point que AlphaTauri fait une bonne saison, mais je pense que ça aurait pu être mieux. Et là, aujourd'hui, c'est un exemple parfait. Oui, ça a coûté cher. Oh oui. Sinon, il y a un pilote. On parle d'Alonso comme pilote du jour, mais que dire de Lance Stroll? Ah oui, Lance Stroll, évidemment, Lance Stroll. Il termine 6e. Oui. Il est parti loin. Il partait quoi? 11e, 12e? Ouais, 12e. Très 12e. Bon départ. Donc, il a remonté ses voitures, termine à même pas une seconde de Ocon. Il était poursuivi par les deux Ferrari en arrière. A fait une course un peu anonyme, mais a toujours pu remonter tranquillement. Donc, c'est le genre de circuit qui va bien à Lance Stroll, on le sait. Circuit rapide, où ça roule vite, où il y a un peu d'appui aérodynamique. C'est un circuit qui semble apprécié, mais Lance Stroll, c'est toujours difficile à évaluer s'il est bon ou s'il est mauvais en forme. Et là, aujourd'hui... Mais aujourd'hui, je pense que ça a été très bon. Même oui, là, parce que il met une bonne claque par rapport à son coéquipier Sébastien Vettel qui termine 10e. Ah oui, Vettel était parti dans le top 10 en plus. Donc, t'imagines. Oui. Mais il a connu un bon départ, Vettel, au début. Ouais, Vettel a eu... Les deux pilotes ont eu un très bon départ. Et Stroll, quand même, c'est son meilleur résultat de la saison, t'imagines. Son meilleur résultat de la saison qui arrive à, maintenant, 2 courses de la fin. Donc, c'est une bonne nouvelle. Certes, pour le moral, on s'entend qu'à moins qu'une surprise arrive, doubler Aston Martin à Jeddah et à Abu Dhabi consécutivement. Non. Aston Martin est 7e au championnat avec 77 points. Ils sont à 45 longueurs de AlphaTauri. À 35 longueurs de AlphaTauri, ça n'arrivera pas. Ouais, ça n'arrivera pas, mais tout résultat quand même est bon à prendre et je crois que Lance Stroll va être très content. D'ailleurs, ça a célébré avec la famille aussi. Ben, avec raison. Avec raison. Alors, des pneus? Ah oui, les pneus, parce que ça a été disons, bon, on n'a pas tant apprécié la course, mais les pneus ont été un sujet, ont été un peu un centre de l'attention parce que Valtteri Bottas a une crevaison. Ensuite, l'avant-gauche. Ensuite, ça a été son successeur chez Mercedes, George Russell. Et l'avant-gauche. Et Nicolas Latifi. En fait, on a vu Nicolas Latifi. Quel pneu? L'avant-gauche. Et on a appris aussi. Et il y a Lando Norris aussi, qui était 4e. Quel pneu, d'après toi? Je pense que c'est l'avant-gauche. Je pense. Et en fait, c'est ça. C'est l'avant-gauche. Alors... Oui, parce que comme c'est un circuit qui tourne naturellement vers la droite, le pneu extérieur a toujours plus de difficultés à encaisser les forgés. Donc, naturellement, dans ce cas ici, le pneu avant-gauche avait plus de difficultés. Ouais, exact. Donc, ça a été... Mais les 4 voitures avaient quelque chose en commun. Ils ont dépassé la limite... la limite, on s'entend. La recommandation de Pirelli sur la durée du pneu dur, qui était de 28 tours, toutes ces voitures-là étaient à au moins 31 tours. Ouais, exactement. Donc, je me disais, est-ce qu'on blâme les écuries? Est-ce qu'on blâme Pirelli? Parce que quand même, il faut s'entendre, c'était les composés de gomme les plus durs du championnat. La C1, la C2 et la C3. Parce que le circuit de Losail n'a pas été resurfacé depuis son ouverture en 2004. Donc, un circuit qui est sale. Un circuit qui est sale, il y a du sable aussi. Au départ, c'était très sale. Exact. Donc, il y a encore de l'adhérence probablement
laissé par les pneus des motos, MotoGP, Moto2, Moto3. Donc, et en plus, le fait qu'il y avait seulement la Formule 1 comme... Ouais. Après la course, Lando Norris a dit que Pirelli devrait faire des pneus plus sécuritaires. Je suis pas d'accord avec l'affirmation. On a souvent dit que Pirelli faisait des pneus pas assez... qui rendaient pas le Grand Prix assez excitant, qui faisait des pneus, en fait, trop sécuritaires. Dans ce cas-ci, c'est les voitures qui ont dépassé la recommandation. Si Pirelli fait une recommandation, c'est pas pour rien. Et donc, ça amène à parler de Fernando Alonso, qui était le prochain sur la liste à voir son pneu avant-gauche exploser. Moi, je m'attendais à ce que son pneu pète et que Sergio Perez se dépasse. Il était très chanceux avec l'incident de Nicolas Latifi, qui a pris beaucoup de temps à faire dégager la voiture, qui a permis de pouvoir sauver son pneu. On l'a vu dans les derniers tours, avait fortement ralenti, au point où Sergio Perez était remonté à coup de 2-3 secondes au tour. Pour en venir, il finit à moins de 3 secondes, en fait, de Alonso. Et au début, après qu'il soit revenu en piste, Sergio Perez, pour faire son dernier arrêt à moins de 15 tours, il était à plus de 16 secondes de lui. Et puis, il fallait quand même qu'il dépasse des voitures, dont Lando Norris. Ouais. C'était très difficile. Il aurait pu le faire. S'il n'y avait pas eu la voiture de sécurité virtuelle, Sergio Perez, à mon avis, aurait dépassé Fernando Alonso. Oui. Et il se rapprochait dangereusement d'Alonso en plus. Et même Pirelli avait dit une stratégie en arrêt, ce n'était pas possible. Et comme tu l'as dit, Bottas sont sur les pneus médiums, contrairement aux Williams qui étaient sur des pneus durs. Ça a ruiné sa course et d'ailleurs il a abandonné parce qu'apparemment, c'était des problèmes reliés au moteur. On voulait sauver le moteur en fait. Mais autre ça, moi je pense que les pneus, pour une fois, je pense que j'ai été souvent critique envers Pirelli parce que parfois ils essayaient de se dédouaner naturellement. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit blâmé parce que ça a été au-delà de l'espérance de vie estimée. Et aussi le fait que dans les cas de Russell et de Latifi, ils ont roulé sur des vibreurs qui, je pense, ne sont pas adaptés pour la Formule 1 parce que ce sont des vibreurs faits pour la moto. Pour la moto. Donc, on l'a vu avec l'accident de Gasly en qualification. Tu roules fortement sur un vibreur, ça peut endommager ton pneu et c'est ce qui s'est passé. Ça endommage le pneu, ça endommage l'aileron, ça endommage le fond plat. Oui, exactement. Et même, je pense même Verstappen a eu légèrement ce genre de problème en début de course aussi, si je me souviens bien. Oui, dans les premiers tours, il y a eu cet incident-là et il est allé très large. Donc, oui. Franchement, c'est un circuit qu'on va pas retourner avant un certain moment. Pirelli, c'est pas de leur faute. Ils sont arrivés avec les plus durs qu'il y avait. Imagine s'ils avaient eu C3, C4, C5, ça aurait été une catastrophe. Ouf. Donc, non, je suis très content qu'ils aient apporté ces pneus-là. Puis, de toute façon, on y retourne pas avant quoi 2023 peut-être. Puis, en plus, ça risque d'être même un circuit de ville. Donc, ça se peut qu'on retourne même pas à Lausanne. Ouais, exactement. Donc, t'imagines. Donc, écoute, c'est pas plus grave. Hein. C'est vraiment pas plus grave. Donc, mais quand même, je suis sûr que Pirelli va quand même enquêter là-dessus. Mais je ne pense pas... Oui, ça va de soi. Juste pour des questions de sécurité, mais à part ça, je pense pas qu'il y aura de très grandes conclusions à retenir au terme de ce Grand Prix pour Pirelli. Ouais. Je pense que non. On va leur donner le bénéfice du doute. Je pense que Bakou, c'était de leur faute. Je sais pas si... Bon, je sais pas s'il y a eu des débris, évidemment, parce que c'est un circuit urbain, mais je pense que Bakou, c'est encore de leur faute. Mais aujourd'hui, c'est pas la faute de Pirelli. C'est ça, exactement. Donc, au moins, on ne peut pas les blâmer. Et je pense que l'argument de Lando Norris, s'il avait dit de faire des pneus, de meilleurs pneus à Bakou, je l'aurais cru. Oui, ça oui. Aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui. C'est rare qu'on va laisser un, donc à partir de là. Ouais, exactement. Donc, moi, je pense, et en plus, je pense que c'était quand même la bonne décision de Pirelli d'amener, parce que c'est comme ça, sur des nouveaux circuits, ils vont amener des pneus un peu plus durs pour tester justement, puis ensuite, si jamais la Formule 1 devait retourner là-bas, peut-être ils vont amener des pneus un peu plus tendres, mais je ne pense pas que ce sera le cas si la piste n'est pas resurfacée. Non, aucune chance. Aucune chance.
Donc, Jean-Sébastien, tu m'avais proposé un truc en privé. Pendant que le Grand Prix est ennuyant, j'ai envoyé un message en privé, puis on s'est dit, ça pourrait être amusant de faire le top 5 des circuits qu'on ne voudrait jamais revoir en Formule 1. Ouais. Et quand je dis jamais revoir, j'ajoute un astérique en disant les Grands Prix des circuits qu'on voit actuellement. Ouais. Pas des circuits genre Valence ou le Caesars Palace à Las Vegas, qui sont des circuits insipides, là. Des circuits qu'on voit actuellement dans le championnat, donc des circuits qu'on a vus dans le championnat 2020, cette année ou l'année prochaine, tout en excluant des circuits qu'on n'a pas encore vus. Donc, Miami ou Arabie Saoudite dans 2 semaines. Ouais. Donc, Jeddah. Donc, des circuits où la Formule 1 roule actuellement. On a déjà vu des Grands Prix qu'on se dit ça, plus jamais. Et donc, l'idée, c'était de faire un top 5. Un peu avant le début de balado, tu m'as donné tes pistes, donc on va y revenir. On va parler de ceux sur lesquels on est d'accord. Oui. Il y en a 3. Moi, personnellement, je suis allé jusqu'à une liste de 9. Il y a beaucoup de choses pour moi, c'est des déchets, là. Mais c'est moi qui est trop sévère. Mais pareil, après, j'ai fait ma propre sélection de 5. Et donc, il y en a 3 sur lesquels on est d'accord. Ces 3-là, on va en parler en premier, puis après, on parlera de nos dissensions. Donc, on est d'accord qu'il y a 3 circuits auxquels on devrait dire juste tout simplement Bye Felicia. Pourquoi j'ai pas ce son? Oh, dommage. Donc, les 3 circuits sur lesquels on est d'accord, c'est Barcelone. Oui. Ça va de soi. Budapest. Oui. Je pense que ça va de soi. Et le 3e, qui ressemble un peu à Barcelone, Paul Ricard. Donc, déjà, on va commencer. Barcelone, pourquoi il faut y dire au revoir? C'est un circuit qu'on va très souvent pour les essais, donc les pilotes... Trop souvent. Beaucoup trop souvent. C'est un circuit qui est bon c'est bon pour des essais parce qu'il y a une bonne sélection de virages rapides, de lents, moyens, de longues lignes droites. Une chicane une chicane qui malheureusement est là mais qu'on ne peut pas enlever pour des raisons de sécurité naturellement. Mais sinon, pour l'aspect de la course, bon, heureusement ils sont revenus un peu à l'ancienne configuration de virage 10 et 11 qui est juste, je dirais, botché. Excusez-moi le terme, c'était botché, qui est maintenant plus fluide. Mais on connaît tout cela. Bon, la course de cette année n'était pas si pire parce que Lewis Hamilton est allé jouer au chat et à la souris contre Max Verstappen. Mais à part ça, c'est rare que ça arrive. C'est rare que ça arrive. Tu vois, on parlait... Et de souvenirs, même le Grand Prix de 2017 était très bon. 2016, parce que Nico... 2016, c'est parce que les 2 Mercedes sont sortis l'un l'autre. Ouais. Et sinon, je pense, 2013, c'est à cause des stratégies de pneus, parce que les pneus Pirelli, justement, on en parlait, c'était une course à 3 ou 4 arrêts à peu près. C'était épouvantable, le Grand Prix, là. C'était épouvantable. C'était épouvantable, ce circuit. Je pense que c'est un très bon endroit pour aller faire des essais. Ça devrait être là où les essais devraient être tenus pendant l'hiver, parce que les conditions météorologiques sont bonnes. Mais pour un Grand Prix... Tout le monde a les données, tout le monde peut faire le minimum de préparation possible, puis on connaît déjà les résultats, même si c'est une course qui est disputée quelques mois après. Donc, ça se demandait pourquoi ils roulent même le vendredi et le samedi matin. Ouais, carrément. Tu pourrais faire passer aux qualifications et la course et tout réjouir. Barcelone, je dirais juste une chose. C'est un circuit où, comme tu as dit, c'est des virages lents, des virages rapides, une ligne droite. C'est fait pour essayer de définir une Formule 1. Mm-hmm. Oui. Après, il n'y a pas de piège. C'est ça. Il y a 0 piège sur ce circuit-là. Même les virages botchés, comme tu dis, ou la chicane à la fin du circuit, ça existe ailleurs. Donc, à partir de là, c'est juste pour standardiser une voiture. Après, c'est ennuyant parce que tout le monde essaie de faire une voiture qui ressemble à Barcelone parce que tu veux essayer d'avoir une voiture un peu passe-partout pour un Monza tantôt, plus tard un Hungaroring. Donc, c'est pas intéressant. C'est juste pas intéressant, Barcelone. Le seul truc que j'aime de ce circuit, ce sont les virages 3 et 4. Parce que le virage 3, c'est un long virage à gauche, donc tu y vas à pleine vitesse maintenant avec les Formule 1 de la génération actuelle. Mais le virage 4, tu peux avoir de très beaux dépassements par l'extérieur. Et ça, c'est magnifique, parce qu'après, ça te donne un avantage vers le virage 5 pour aller vers l'intérieur. Ouais. C'est un peu comme le virage 1, 2 et 3 à Lausanne, qui est assez intéressant aussi. Là. Oui. Si tu te passes par l'extérieur, tu vas avoir accès à l'intérieur, puis si tu vas trop à l'extérieur, ça peut être difficile. Sergio Perez en a fait l'exemple parfait. Exact. Bon, Barcelone, bye-bye. On ne se reverra jamais. Ouais. Le second, Budapest. Je vais commencer avec Budapest, si tu me permets. Budapest, je veux dire. C'est le circuit de go-kart, on le connaît. Là. Heureusement qu'il a été revu
un peu meilleur en ayant rallongé la ligne droite des Oh stands. On a oui! pu gagner quelques centaines de mètres, mais dans la configuration précédente, je veux dire, c'était mortel. Ce circuit-là est inadapté à la Formule 1. Il est inadapté à la Formule 2, même à la limite à la Formule 3. C'est chiant au possible. Socialement, c'est contestable en Hongrie, certains diraient. Oui. On beaucoup pointent du doigt l'Arabie Saoudite ou le Qatar. La Hongrie serait sans doute parmi les cancres aussi au niveau de la démocratie. Ah Bref, oui. mais ce circuit de la Hongrie a été conçu dans les années 80, on se rappellera, pour traverser Le rideau de fer. le rideau de fer, mais il n'y a jamais eu un bon... non, il y a déjà eu des bons Grands Prix. Mais Ouais, 2006 entre autres. oui, parce qu'il pleuvait, c'est l'exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Ce Et circuit-là, même cette année. c'est impossible à dépasser. C'est tout simplement impossible à dépasser. Ouais, exact. T'as le virage 1, 2 et 3 qui... Bon, 1, 2 et 3, ça va. C'est magnifique. Le reste, bof. Ah, le reste, non. Écoute, moi, je me souviens, bon, il y a eu 97 parce que... Ouais, 97 parce que Villeneuve met 2 roues hors piste pour dépasser la Rose de Damon Hill, mais c'est tout. 90... Schumacher qui a failli tuer Barrichello en le collant sur Ah! l'arrêt en quoi, 2006? Non, 2010. 2009? 2010. Ah oui, non, il a été, je pense, il a été chanceux. C'était cochon, ça. Ah non, c'était cochon. Il a été chanceux de ne pas avoir été disqualifié parce que ça, c'est un drapeau noir. Ah oui, non, ça c'est Black Flag, c'est sûr, ça. Mais non, circuit de Budapest, Ouais. Heureusement qu'il y a une bonne ambiance. Ouais, il y a une bonne ambiance quand même. Surtout avec, parce qu'il y a beaucoup de Finlandais qui arrivent. Oui, les Finlandais, ils vont. C'est le circuit le plus proche pour pouvoir y aller. Donc. Ouais, exactement. Mais sinon... La ville est belle. La ville est belle, ouais. Budapest, c'est très beau. Ça peut donner envie d'y aller, mais à part ça, non. Mais... Allez pas au circuit. Allez au glissado juste à côté. Ouais. Mais tu sais, je me souviens que dans le passé, avant d'avoir un Grand Prix de Formule 1 sur le Hungaroring, il y avait eu déjà un projet, je pense, dans les années 70-80, d'avoir un Grand Prix dans les rues de Budapest. Ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant. Mais... Les circuits de ville, des fois, c'est chiant. Ouais. Mais à Budapest, ça aurait été bien. Remarque que même là, bon, la course de cette année a été très bonne. 2006 aussi, 97. Même quand Schumacher nous a fait des tours qualificatifs pour aller rattraper Mika Hakkinen en 98. Ah oui. Ça, c'était... Oui, non, mais ça, c'est une claque, ça. Mais après, je veux dire... C'est pas le circuit qui est intéressant, c'est parce que Michael Schumacher avait une excellente voiture ce jour-là. Ouais, exactement. Comme ce que Lewis Hamilton a fait à Max Verstappen aussi en 2019. Mais sinon, c'est pas un circuit que donc, je trouve Barcelone, donc Budapest, bye-bye. Exact. Alors, le troisième sur lequel on est d'accord, c'est Paul Ricard. Ouais. Par où on commence? Écoute, c'est un... La ligne droite, c'est déjà un problème. Pourquoi on met une chicane en plein milieu? Ouais. Oui. Parce que je sais vraiment pas. Honnêtement, j'essaie de comprendre. Il y a tellement de... Parce que c'est un circuit qui est modulable facilement. Oui. L'entrée des puits est dégueulasse. La ligne des puits au complet, elle est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Écoute, même la sortie est un peu dangereuse, même s'ils ont décidé de... super dangereuse. Ouais. La sortie aussi. Ce virage-là, visuellement, il me donne mal à la tête parce qu'il y a un des virages, c'est juste après la deuxième partie de la ligne droite, il y a un virage qui se fait sur la droite, il y a un plan de caméra qui se fait super large, et comme ils mettent des bandes rugueuses, ouais, pour donner comme un esprit, ça donne mal au cœur au possible. Je suis assez sensible de façon générale, là, du moins ça bouge un peu, mais ça, c'est juste pas beau. Donc, même télévisuellement, ça ne rend pas la chose intéressante. Ouais, c'est vrai. Et accéder au circuit, c'est super compliqué. Oh oui, il y a tellement... Je suis jamais allé, mais je connaissais bien la France pour y avoir habité quelques années. Et dans ce coin-là, il n'y a pas de train. La gare de train est à plus de 15 km du circuit. Il faut aller en voiture au Castellet. Et c'est des routes départementales. Donc, c'est des routes genre type 300 au Québec, là. Mm-hmm. Donc, c'est super compliqué de se rendre là-bas. Il y a beaucoup de monde. C'est un bordel monumental. On est à la limite du circuit de Yogam en Corée du Sud. Et ça aurait été dans mes pires circuits. Si ce circuit était... et c'est à 45 minutes de Marseille. Donc, c'est une super belle région. Mais accéder au circuit là-bas, c'est détestable. Et après, on a... Vivement Magny-Cours, c'est dire. Écoute, si on a dit qu'à Magny-Cours, c'était au milieu de nulle part, que c'était difficile à accéder... Je pensais, j'ai vu l'affiche circuit de Nevers-Magny-Cours une fois en Bourgogne. Il y avait, je pense, 3000 vaches autour de moi. Wow! Christian Tortorella disait il y a plus de vaches que d'habitants dans la région de Nevers-Magny-Cours. C'est vrai, je les ai vus. Et on passe sur la Nationale 9, quelque chose comme ça. Donc une route quand même assez décente, mais c'est au milieu de nulle part. Wow, ok.
Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Écoute, je peux pas dire grand-chose. Bon, au niveau du trafic, c'est vrai. Je pense qu'il y a même eu des histoires de, de, de Ben, personnes la qui... première année où est-ce qu'ils sont retournés, c'était un bordel en 2018. Ah, en Oui. 2018, c'était un bordel, effectivement. La course a été plate. 2019, ça a été, à part Daniel Ricciardo qui décide d'être un peu hors la loi pour dépasser Hmm. à l'extérieur, c'était... 2020, c'était génial. Oui, 2020, c'était génial, effectivement. Meilleure course, meilleur Grand Prix de France. Donc, Oui, parce qu'il n'y en a pas eu. exactement. Et 2021, c'était correct. C'était une bonne course. Grâce à Max Verstappen et Sergio Perez. Et Valtteri Bottas qui, pour une des rares fois, s'est énervé à la radio. Mais sinon, ça a été... Non, 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 non. On dit pas pareil à ça. Ouais, mais malheureusement, on doit vivre avec encore jusqu'en 2022. Bon, après, maintenant, on a de la dissension. Sur Ouais, les deux derniers du top 5, on s'est pas mis d'accord. Je vais commencer avec mon premier choix. ouais. Moi, j'ai mis Sochi. Mhm. C'est pas beau. Le circuit est pas beau. Visuellement, ça ressemble à un bobsleigh. Là. Je veux dire, ça ressemble à quelque chose qui est dégueulasse. Je comprends qu'on fait ça autour du parc olympique, mais c'est fake. Tout est Mhm. fake. On est dans un parc olympique qui est fake. Tout est fake. Il y a eu tellement d'argent qui était mis là-dedans. C'est pas intéressant. Le virage 3 est super impressionnant. Par contre, Ouais, faut le dire. Hein. ouais, Ça, oui. Mais après, il se passe rien. ouais. C'est mal. L'asphalte n'est pas super intéressante. La dernière partie autour du paddock, tout est carré. La ligne droite est limite même beaucoup trop longue. Clairement, ils ont fait un artifice pour rendre ça intéressant, mais il n'y a rien à Sochi, il n'y a rien. Ouais. Mais moi, la course est plate, ça on va se le dire. Oui, la course est toujours plate. Là, à part cette année, parce que encore la pluie a joué un facteur assez important. Mais personnellement, j'aime bien ce circuit. Les virages 1, 2, 3, 4 sont c'est un de mes secteurs d'enchaînement préférés du championnat parce que ça se fait majoritairement assez rapidement. Puis tu peux jouer un peu le Daredevil. Euh, même le deuxième secteur est très intéressant, mais le dernier là, qui mène vers la ligne de départ arrivée, tu vois, je pense, c'est quoi, virage 12 et 13, là, le gros freinage avant le genre de petite chicane. Ouais, là où Bottas a été pris en train de faire une sieste par rapport à Max Verstappen. Oui, exactement, ce virage-là. Après ça ralentit. Certes, ça te prépare pour aller reprendre les virages 1 et 2 par la suite, mais Ah, ça tue le rythme. c'est assez horrible. Mais sinon, moi, généralement, j'aime bien le circuit. Mais quoique j'aimerais bien que Igor Drive à Saint-Pétersbourg prenne le relais dès 2023. Parce que honnêtement, Le circuit a l'air déjà plus intéressant. ouais, il est plus C'est la intéressant. vache, là. Exact. Donc, moi, j'ai hâte de voir Igor Drive, mais Sochi, j'aime relativement ce tracé, mais les courses ne sont pas intéressantes, ça, on est Non. d'accord. Mais le jour où Sochi va disparaître du calendrier, toutes les infrastructures qui sont là vont être laissées à l'abandon. Ouais, à part peut-être le Bolshoi, là où joue, je pense, l'équipe de la KHL et quelques Et le stade de compétitions. soccer, visiblement, parce qu'il y a une bonne équipe, le FC Sochi ou quelque chose comme ça, le Sochi FC, là, Ouais, qui a l'air de faire une bonne performance en première division russe, mais à part ça, je veux dire, il n'y a rien. Y a rien. ouais, ouais, exact. Donc, Donc, voilà pour Sochi. Moi, j'ai bye-bye à Sochi. ouais, moi, tout Toi, bah, le on quatrième dit qu'il circuit s'en va de tout. auquel tu dis au revoir, ça commence aussi par S, et c'est Shanghai. Et c'est Shanghai, oui, effectivement. Les courses sont Gros Shanghai. Ouais, ouais, Shanghai, Un gros 3 depuis Ouais, l'espace, là, c'est intéressant. ouais. Mais honnêtement, les dernières années, 2017, 2018, 2018, bon, la fin de course était excellente. Mais personnellement, j'ai jamais accroché sur ce circuit. Les courses sont bonnes, ça, je dois le dire. Virage 1, 2, 3, c'est intéressant. Ok, copié de Kuala Lumpur, mais. Ouais, ça, moi, je te dirais, je dirais, c'est Kuala Lumpur sur The Wish. J'ai- Oh man! Oh, bitch, please! Ouais, Ok, c'est la citation du jour, ça. ouais, exactement. Shanghai, c'est le Kuala Lumpur de Wish. Ouais, exactement. Ouch. Ouais, non, sérieux. J'ai jamais senti. Bon, le virage. Attends, un, 2, 3, 4. Peut-être le virage,
le virage en épingle, là où Bottas, Ricardo a servi un magnifique dépassement sur Bottas en 2018. Ensuite, l'autre virage en épingle, ça va, c'est correct, sont deux, mais sinon, j'ai jamais senti une grosse vibe en regardant, par exemple, un tour en piste. Je le trouve pas intéressant. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, je disais, virage 1, 2, 3, c'est assez intéressant. Si t'es à l'intérieur, t'es à l'extérieur. Si t'es à l'intérieur au virage numéro 1, t'es à l'extérieur au virage numéro 2, c'est intéressant. Il y a le virage en banking. Oui, ça, Long, ouais. qui donne une bonne poussée. C'était Ouais. assez inédit quand c'est apparu en Formule 1, quand le circuit a apparu. Au bout de la ligne droite, gros freinage, il faut tourner à droite, possibilité de dépassement, c'est assez intéressant. Ça devient beaucoup plus serré, puis ensuite ça s'élargit. Le dernier virage aussi est assez dangereux. On a vu des fois des voitures par de contrôle et taper assez durement. On a déjà vu un Lewis Hamilton s'avancer dans le bac à gravier lors du début d'une pluie à Shanghai, qui était super intéressant. Sangan Shao. Pardon? Le fameux Sangan Shao. Ah oui, la partie au-dessus du circuit. Hein? Non, mais je voulais dire, quand Hamilton s'était retrouvé coincé, là, les Espagnols avaient dit Sangan Shao, pour dire il est coincé. Oh non, ça, je me rappelle pas. Ah, ok. Et ce que je trouve intéressant de Shanghai, c'est justement les deux grosses poutres qui traversent le paddock vers le public. C'est très large, donc quand il pleut, il y a une zone sèche qui rend le circuit assez dangereux. Oui, c'est artificiel, mais ça rend le circuit un peu plus edgy. Donc, je trouve que c'est un circuit que j'aime bien. J'ai bien hâte le jour où on va y retourner, mais c'est mal parti. Ouais, c'est mal parti. Mais je peux comprendre tes limites. Tes limites d'appréciation par rapport à Shanghai. Ouais, exact. Et surtout, bon, évidemment... heureusement pour les fans, ils vont avoir un pilote chinois dès l'année prochaine. Donc, ça augure bien. Qui amène 30 millions de dollars américains par année. Hein. Ouais. Donc, ça, au moins, ça va être une bonne chose. Mais quitte à dire, j'ai hâte aussi à une deuxième course en Chine si la Formule 1 réussissait à trouver une entente. Peut-être pas à Beijing, mais peut-être dans une station balnéaire comme Sanya, peut-être, où la Formule 1 a été avant la COVID. Mais Shanghai, on dit bye-bye. Ouais, moi j'ai dit bye-bye à Shanghai. Alors moi, mon 5e circuit, on en a parlé aujourd'hui, c'est Losail. Oui. Je ne souhaite jamais qu'on retourne là-bas. Juste à voir la carte, on savait que ça allait être ennuyant. Ouais, et c'est plate. On le savait, et on le voyait. C'est fait pour la moto. Mm-hmm. C'est fait pour la moto. Les virages sont faits pour la moto, rapides, lents. Les dépassements, tu nous l'as dit en discussion privée avec le groupe du bulletin F1, les Grands Prix de MotoGP sont super bons. J'ai déjà vu des images, des résumés. C'est excitant possible. C'est un des meilleurs circuits, en fait. Ah oui. La Formule 1, quel ennui total. Ouais. Quel ennui. Puis là, il ne faut pas parier sur de la pluie ou quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça n'arrive pas. C'est le Qatar. Ouais. Puis tu vois, moi je mets... outre le virage 1, moi je mettais un peu l'accent aussi sur le virage 6 parce que c'est le seul gros point de freinage important de ce tracé, mais il n'y a pas eu... Mais c'est parce que Bahreïn, lui, a l'avantage parce qu'il fait ensuite un hard. Il tourne sévèrement à gauche. Ouais. Alors qu'on n'a pas ça nécessairement à Losail. Oui, il y a un gros freinage, mais le virage n'est pas si... l'angle n'est pas suffisant pour pouvoir faire une tentative de dépassement. C'est ça. Puis en plus, bon, oui, j'écoutais avant de venir la BBC qui disait, bon, ils aimaient le circuit parce qu'au moins, ça pouvait permettre aux voitures de se suivre de près, d'accord. Mais... Pas tant. Peut-être l'année prochaine, peut-être l'année Formule 1 2022, mais on n'est pas là en 2022 à Losail. C'est ça. Personnellement, j'ai pas senti ça personnellement. Peut-être, bon, il y a eu Perez-Ocon où ça s'est battu, mais Perez avait déjà l'avantage sur Ocon. Son dépassement était déjà fait, puis Ocon, je pense, il n'avait aucune chance de revenir devant le Mexicain. Alors, je sais pas. Le reste, à part peut-être les virages 12, 13, 14 qui se font flat comme Istanbul ou bien même le Austin. Istanbul ou Bahreïn, encore une fois, mais on dirait que c'est juste une copie de Bahreïn. Ouais, exactement. Donc moi, ce circuit-là, j'ai envie de lui dire bye-bye. Ouais, ça, je pense Le problème, c'est qu'il risque de revenir, lui.
Si jamais. Si jamais ils ne réussissent pas à avoir leur circuit urbain à Doha. Exact. Avant qu'on passe à ton cinquième choix, Abdou, juste moi compléter ma liste, parce que moi j'en ai fait 9 sur ma liste. Ouais. Et j'ai quelques mentions honorables. Donc, Abu Dhabi, on s'entend, si c'est pas le dernier Grand Prix, c'est plate à mort. Ouais. Ensuite, Singapour, je trouve ça plate. S'il y a de la pluie, ça peut être super le fun, mais Singapour, là, c'est des belles images. On voit l'hôtel avec la piscine sur les 3 tours. On voit peut-être de temps en temps une iguane. On voit une grande roue, on voit un feu d'artifice, mais à part ça, le virage 1, oui, c'est intéressant, mais la ligne droite n'est pas assez longue. Puis ensuite, c'est beaucoup de zigzags. Donc, c'est pas totalement intéressant, mais c'est pas totalement aussi... C'est pas super intéressant non plus. Parmi mes autres sélections, j'avais Imola. C'est pas parce que c'est Old Style que c'est bon. On a une preuve là. C'est sûr que la transformation de la parabolica n'a pas aidé. Mais c'est pour raison évidente, évidemment. Oui, pour des raisons évidentes, en disant évidemment, mais le reste du circuit n'est pas particulièrement trépitant. J'ai jamais aimé le circuit là, d'avance, que ce soit avec les Formule 1 des années 90 ou même aujourd'hui. Donc, relativement encore dangereux. On l'a vu cette année avec le virage 1. Raikkonen qui a vu l'accident se dérouler devant lui, donc c'est pas super passionnant. Et finalement, mon 9e choix, j'ai mis, c'est Monaco. Oui. Et justement, on va en parler parce que c'est ton 5e choix. C'est mon 5e choix. Tu dis bye-bye. Ouais, mais... C'est culotté, là. Ça, c'est un bon statement. Ouais, mais écoute, je comprends que... Je dis ça parce que... À part la pluie ou bien des pilotes qui font des erreurs, on l'a vu cette année. Il n'y avait pas tant d'action. Les dépassements, tu peux les... Il n'y en a jamais. Si tu es culotté, si tu as une bonne lancée, mais sinon, ton dépassement... Les de 2010 qui était beaucoup plus étroite permettait le dépassement. Là, ils sont trop larges. Oui. Je me souviens de 2011 et 2013-ish aussi. Adrien Sutil en 2013 qui nous sert un beau dépassement sur... je pense que c'était sur Alonso à l'hôtel. C'était magnifique. Mais les Formule 1, les grosses Formule 1 qu'on connaît maintenant, c'est très difficile. Puis on l'a vu aussi en 2019, quand Verstappen a tenté de dépasser Hamilton. C'était assez compliqué. Et on se souviendra d'un certain David Coulthard qui était pris plus de 35 tours derrière... Enrique Bernaldi. Enrique Bernaldi sur la terrible Arrows. Oh mon Dieu, c'était une tristesse de voir ça. Oh mon Dieu, oui. Mais je comprends. Mais non, mais c'est sévère de vouloir dire Monaco, on lui dit bye-bye, parce que c'est quand même la couronne de la Formule 1, c'est le glam à l'européenne. C'est tout ce que la Formule 1 a pour vendre la Formule 1 pour les beautiful people, les riches et célèbres. Tout est là, je veux dire. L'argent, le glamour, l'histoire de la Formule 1, tout est là. Je veux dire, toutes les qualités de la Formule 1 sont là, mais le circuit est intenable. Oui, il est intenable. Bon, peut-être c'est rage de dire bye-bye, mais écoute, à moins que de prolonger le circuit, parce que je sais pas s'il y a encore les plans pour prolonger le circuit au niveau entre avant-portier, mais sinon... Ouais, c'est difficile. C'est très difficile. C'est difficile parce que ça empêche beaucoup de gens de circuler. C'est ça. Et déjà... C'est des gens qui habitent là. Puis Monaco, c'est serré. Et non seulement Monaco, c'est serré, mais tu as aussi 2 ou 3 courses par année à Monaco en l'espace d'un mois. Oui, il y a le Grand Prix classique, les vieilles voitures, il y a la Formule 1. Mm-hmm. Et sur le circuit complet en plus. Oui, et ça demande beaucoup de patience aux habitants de Monaco, même s'ils sont riches. Là, il y a beaucoup de gens aussi qui sont juste des normaux, là, les vrais monégasques, les 8000. C'est beaucoup demandé. Ouais, mais Monaco, je dirais bye-bye parce que honnêtement, tu parles de tout ce que la Formule 1 a offert, mais après, ça va juste être... moi, je le verrais plus comme un show de m'as-tu vu, en fait. Ah bah oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais la Formule 1, c'est un peu un show de m'as-tu vu aussi. Ouais, c'est vrai. À la base, la Formule 1, c'est un show de m'as-tu vu. On le voit aussi à Montréal. Donc à partir de là, il faut avoir un petit peu de m'as-tu vu plus. Oui, c'est ça. Donc, d'où ma remarque sur David Beckham au début du balado. Exactement. Et au moins, lui, c'était pour une raison
évidente, naturellement. Oui. Ouais, naturellement, évidemment. Parce que je pense pas qu'ils regardent 15 Grands Prix de Formule 1 par saison. Je suis même pas sûr qu'ils en regardent 5. Ouais, Même un. exact. Ouais, au moins un si c'est un Grand Prix de Grande-Bretagne. Ah oui, c'est ça. Ouais, when it's coming home. Ok, j'arrête là. Ah, voilà, t'as fait ta référence de football. Voilà. Mais oui, dans Monaco, je dirais bye-bye. Donc voilà, on a fait notre top 5. Voilà, donc, mais Aux gens qui nous écoutent sur le balado, commentez sur la publication, commentez sur les réseaux, sur les comptes du Bulletin F1 pour savoir aussi c'est quoi votre top 5. Oui, exactement. Si jamais vous aviez un circuit à vous débarrasser, évidemment, de l'année dernière, de cette année et de l'année prochaine. Il y a un Grand Prix encore où on n'a pas encore vu une Formule 1 rouler. Donc, on exclut ici l'Arabie Saoudite et Miami. J'ai envie de mettre une pièce sur Miami. Je le sens mal. Écoute, si ça peut être comme non, j'allais dire les Dolphins, mais pas tout de suite. C'est trop tôt. Non, pas tout de suite. C'est trop tôt. C'est trop tôt, ouais. Donc, c'est la fin de cet épisode. Je vais vous donner tout de suite, brièvement, le classement, celui qui apporte le plus. Max Verstappen a maintenant une avance de 8 points sur Lewis Hamilton, 351,5 contre 343,5 pour, respectivement pour Verstappen et Hamilton. Mais au championnat des constructeurs, donc Mercedes a une avance de 5 points sur Red Bull, grâce à gracieuseté de l'abandon malheureux de Bottas. Sinon, Ferrari continue d'accentuer son avance sur McLaren, 297,5 contre 258. Alpine est maintenant seul au 5e rang avec 25 points sur AlphaTauri. Aston Martin est seul au monde avec avec son 7e rang. Williams est 8e avec 23 points. Alfa Romeo est 9e. Et Haas, bon dernier, avec un gros zéro comme Wallet. Un gros zéro comme le Toronto FC, devrais-je dire. Mais sera sans doute numéro 1 lors des diffusions sur Drive to Survive. Ah oui, ça c'est clair. C'est lui qui offre la meilleure show généralement. Exactement. Oh, et je pense que cette année, ça le sera encore plus. Oh oui, comme toujours. Eh oui. Donc, nous serons présents évidemment jeudi pour l'émission hebdomadaire. Ce sera l'épisode numéro 98 et l'avant-dernier de cette saison régulière. Et je dis saison régulière parce qu'évidemment, on a le show de fin d'année. Nous sommes disponibles sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, donc Spotify, Google Podcast, Apple et autres. Évidemment, on a notre site bulletingp.com où on a nos émissions d'avant-course, quelques chroniques aussi. J'en ai fait un justement sur la bataille entre le duel qu'on a entre Hamilton et Verstappen et pourquoi je dis que c'est la plus belle de ma vie. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp et aussi sur le groupe Facebook de F1 Québec. Normalement, sur la section podcast, vous pouvez aller retrouver le lien pour vous joindre au groupe F1 Québec. Évidemment, le tout se fait dans les discussions les plus respectueuses. Alors, Jean-Sébastien, un énorme merci d'avoir été là. Un grand plaisir. Et qui sait, dans 2 semaines, on aura peut-être un champion du monde. Oui, ou bien même, on va dire, Game On d'ici Abu Dhabi. Donc, qui aura l'avantage? Qui sera champion du monde? C'est à voir. On sera là pour l'émission d'après-course du Grand Prix d'Arabie Saoudite dans 2 semaines. Alors, mon nom est Abdoussal. Merci d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Et je vous retrouve jeudi pour l'émission hebdomadaire du bulletin GP et dans 2 semaines pour l'émission d'après-course. Bonne soirée tout le monde ou bien bonne journée si vous nous écoutez ailleurs.